Bonjour tout le monde! Alors, M. Nantel est absent aujourd'hui. Vous avez un surveillant à la place. Ben non, c'est une blague. Tout le monde pense que je suis un surveillant quand je porte ce chandail-là. Alors, mais vous me voyez à l'écran, donc forcément vous saviez que c'était moi. Non, Euh, c'est une blague. Patricia trouve que c'est une blague très ordinaire. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas des étudiants de Rubeuf, mais qui verraient ça sur Facebook ou ailleurs, vous comprenez pas la blague, là, mais nos surveillants portent ce chandail-là. OK, assez de blagues plates. On commence le cours d'aujourd'hui. Écoutez, ce que je vous disais donc hier, c'est qu'il y a 5 demandes du Québec lors des accords du lac Meach. On a parlé des 2 premiers, on va parler maintenant des 3 suivants. Toujours dans une perspective aussi de voir qu'en est-il même de nos jours. Est-ce qu'il y a des avancées pour, disons, l'autonomie du Québec ou pour le renforcement des pouvoirs du Québec de façon générale? Euh, le suivant, il est assez important. Si les programmes fédéraux, comme c'était le cas dans le fond, beaucoup dans les années 60-70, même Maurice Duplessis s'était battu contre ça, et par la suite même 80-90, si les programmes fédéraux sont un peu un genre de one size fit them all, okay, c'est quelque chose qu'on applique à la grandeur du Canada, le Québec peut être désavantagé. De quelle manière? Pensez-y. Le Québec, par exemple, a un système d'assurance médication universelle. Okay? Vous pouvez être, dans le fond, couvert et vos médicaments vous coûtent alors moins cher que si c'était au prix coûtant. D'accord? Ça, les autres provinces canadiennes n'ont pas ce genre de programme-là. Soit dit en passant, on paye beaucoup plus cher de taxes et d'impôts pour se permettre ce genre de programme-là. Admettons que dans les années 80 ou 90, le Canada décide, lui, de mettre un programme comme ça à la grandeur du Canada. Là, on aurait un peu le programme en double au Québec. Okay, donc, vous paieriez pour avoir le programme du côté québécois, mais vous paieriez également des taxes au fédéral pour couvrir le programme d'assurance médicaments fédéral. Okay? Ça, c'est un exemple, mais il en existe plusieurs autres. Et dans ce sens-là, le Québec serait désavantagé. Soit il doit annuler son propre programme, ou, comme je vous dis, il se retrouve à payer en double. Okay? Ce que va demander le Québec à l'époque, c'est un droit de compensation financière, ce qu'on appelle aussi le opting out. Okay? C'est-à-dire que si justement il y a des programmes comme ça en double, je donne un autre exemple. On parle de plus en plus au fédéral de la possibilité d'avoir un système de garderie qui coûterait, je pense, 50$ par semaine. Alors que en ce moment, à Toronto, il y a certains endroits où les parents paient pratiquement 50$ par jour. Okay? Vous le savez, au Québec, avec les CPE, ça a commencé fin des années 90 avec des garderies qui étaient à 5$ par jour. Là, de nos jours, c'est plus autour de 8 ou 10$ par jour, mais ça reste immensément peu cher, surtout quand on le compare avec le reste du Canada. Donc, si le Canada impose un service de garderie subventionné d'un océan à l'autre, le Québec serait désavantagé s'il a déjà ce programme-là pour lui. Donc, ce que demande le Québec à l'époque, c'est si on garde notre propre programme, l'enveloppe budgétaire que vous auriez consacrée au Québec pour ce programme-là, envoyez-nous-la pour nous compenser dans le fond du fait qu'on n'adhère pas au même programme que vous, que dans le fond, nous, on s'est déjà doté d'un programme comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle comme justement compensation financière ou opting out. Et ça fait consensus au niveau québécois à l'époque. Finalement, on va l'obtenir de toute manière au courant des années 90. C'est donc dire que on demandait ça lors de l'accord du lac Meach, et à l'époque, certains Québécois avaient l'impression que c'était soit vous nous accordez ça parce que ce sont nos demandes minimales, c'est dans le fond ce sur quoi tout le monde s'entend au sein de la société québécoise, ou on pourrait revirer de bord et se retourner à nouveau vers l'indépendance. Au final, ce qui s'est passé, c'est des petits progrès très très progressifs. Okay? Parce que certains de ces éléments-là, notamment la reconnaissance de la nation québécoise, ça ressemble pas mal à la société distincte, on l'a obtenu.
Plus de pouvoir en immigration, pas à 100%, mais un peu quand même. Au niveau de la compensation, le opting out, on l'a obtenu. Okay? Ensuite, l'élargissement du droit de veto des provinces pour de nouvelles modifications constitutionnelles. Celui-là, en fait, c'est de dire, vous ne nous repasserez pas une nouvelle constitution de 1982, on veut être davantage consulté et on veut revenir, dans le fond, à un droit de veto si jamais il y a davantage de modifications constitutionnelles. Ça, franchement, c'est un peu particulier parce que depuis la Constitution de 1982, techniquement, ça prend l'assentiment de toutes les provinces. Donc, c'est comme si chacune des provinces avait un droit de veto. Parce que Meach n'est pas passé, notamment parce que l'Alberta et ensuite Terre-Neuve se sont opposés à l'idée de signer Meach. Donc, l'élargissement du droit de veto des provinces, c'est peut-être de redonner au Québec un statut particulier comme il avait avant, c'est-à-dire des droits de veto par région et non pas uniquement par province. Alors, c'est ce que demande le Québec en tant que tel. Finalement, et ça, c'en est un qu'on n'a toujours pas obtenu, c'est l'obligation du fédéral de consulter pour les nominations au Sénat et à la Cour suprême. Souvent, informellement, un premier ministre canadien va le faire. Il va nommer des sénateurs issus du Québec pour remplacer ceux qui, dans le fond, partent à la retraite ou décèdent ou peu importe. Mais il n'est pas dans l'obligation de le faire. Alors, comme le Sénat, c'est quand même une chambre législative, le Québec, dans le fond, demande à ce qu'il soit consulté pour que lui-même, dans le fond, puisse recommander des gens et contrôler davantage le Sénat en tant que tel. Vous savez, depuis 1968, le Sénat a été aboli au niveau québécois. Donc, ce que demande le Québec, c'est, si vous voulez conserver le Sénat, d'accord, c'est correct. Personnellement, on n'a pas fait ce choix-là, mais OK. Mais on veut que le Québec soit davantage consulté et à la limite, peut-être même qu'il choisisse lui-même ses sénateurs qu'il envoie à Ottawa. Pour la Cour suprême, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est tellement et dans ce cas-ci, c'est l'appareil judiciaire, c'est tellement un élément politique important ou un élément, disons, légal important que le Québec souhaite être consulté aussi pour nominer certains juges de la Cour suprême. Je vous laisse avec une petite citation de Maurice Duplessis dans les années 50. Maurice Duplessis disait la Cour suprême, c'est un peu comme la tour de Pise, elle penche toujours du même côté. C'est-à-dire qu'il avait l'impression qu'elle avait un préjugé défavorable au Québec dans les litiges qui opposaient donc le fédéral au Québec. D'une certaine manière, avec cette demande-là, ça forcerait dans le fond le fédéral à tenir compte davantage du Québec et ça donnerait davantage de pouvoir au Québec pour, dans le fond, être représenté adéquatement au sein des institutions fédérales que sont le Sénat et la Cour suprême également. Écoutez, on s'arrête là-dessus pour le moment. La suite des choses, c'est comment est-ce que ça a évolué l'accord du Lac-Meach. Je vous dis tout de suite, une des grandes erreurs de Brian Mulroney, c'est d'avoir laissé beaucoup de temps entre le moment où on a négocié Meach et le moment où on l'a ratifié. C'est-à-dire le moment où, dans le fond, on appose la signature finale et que ça devient en tant que tel, que ça ait force de loi. Écoutez, on s'arrête là-dessus. Passez une très bonne journée et on se revoit demain. Au revoir.